Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 24 octobre. Une vingtaine de morts enregistrés dans la cité d'Oicha, dans le nord Kivu. Ces civils ont été sauvagement massacrés par des présumés ADF. À la une également, médiateur traditionnel dans les crises israélo-palestiniennes, l'Égypte a pris l'initiative de l'organisation du sommet du Caire pour la paix 2023. Bonsoir à tous. Nouvelle attaque des ADF dans la cité d'Oicha au nord Kivu dans la nuit de lundi à mardi 24 octobre. Le bilan fait état de 22 morts et 3 blessés graves. Parmi les victimes, la plupart ont été exécutés par la machette dans leur maison. C'est ce qu'a indiqué le délégué du gouverneur à Oicha, Nicolas Kikuku, qui parle d'un probable alourdissement du bilan. Patience Lokeke. Au moins 22 personnes ont péri et 3 personnes sont grièvement blessées dans une violente attaque des combattants d'Alliés démocratiques Force ADF. La nuit du lundi à ce mardi, dans la cité d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au nord Kivu. Selon les témoins, l'attaque a débuté à 23h locales. Les assaillants ont ciblé la cellule Mouvingi située dans les quartiers Massosi à 1 km d'une grande position de l'armée. La plupart des victimes ont été exécutées à la machette dans leur maison. Le délégué du gouverneur à Oicha, Nicolas Kikuku, a indiqué que ces bilans pourraient s'alourdir d'un moment à l'autre. La tension est vive dans la cité. Seuls 5 corps, dont ceux de 2 femmes, sont pour l'instant à la morgue. 17 autres corps sont encore dans la cité. C'est la première attaque la plus meurtrière enregistrée encore dans la cité d'Oicha après plusieurs années d'accalmie dans la zone où opèrent les armées congolaises et ougandaises qui mènent des opérations conjointes depuis fin novembre 2021. Toujours au nord Kivu, des populations civiles ont été tuées et plusieurs maisons brûlées dans le village de Kanyaruchinya, près de Goma, lundi dernier. C'est le gouvernement congolais qui affirme cela. L'exécutif fait savoir que des groupes armés rwandais ont traversé la frontière pour venir renforcer les positions du M23. Ce mardi, des combats ont été également signalés près du parc de Virunga. Les rebelles ont attaqué les positions de l'armée congolaise. Suivez. Après les affrontements meurtriers du lundi, visiblement entre 2 groupes armés, d'autres combats ont été signalés au nord Kivu. L'armée congolaise fait savoir que, en violation du cessez-le-feu, le M23, appuyé par l'armée rwandaise, a attaqué une des positions des FARDC se trouvant au versant ouest du volcan Nyiragongo en profondeur du parc national de Virunga. Les FARDC affirment prendre des dispositions pour répondre à toutes les éventualités. Déjà lundi, des morts ont été enregistrés parmi les populations civiles de Rutshuru et Nyiragongo. Selon le gouvernement congolais, ces civils ont été victimes des violences des groupes armés rwandais. À ce propos, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Peter, a saisi le mécanisme conjoint de vérification institué dans le cadre du processus de Luanda en accord avec le Rwanda, sous la médiation du président Joao Lorenzo, a fait savoir le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire a ordonné l'arrestation immédiate de ces fauteurs de troubles par les services de défense et sécurité et leur déferment devant la justice. Selon le communiqué de presse publié ce mardi, le gouverneur informe qu'aucune présence des éléments de groupes armés ne sera tolérée ni dans la ville de Goma ni derrière les lignes de forces armées de la République démocratique du Congo. Retrait accéléré de la MONUSCO de la RDC, le gouvernement de la République confirme l'échéance de décembre 2023. Devant la presse, lundi, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula est revenu sur le progrès de cette démarche, mais aussi le travail que Kinshasa et la MONUSCO ont entamé pour le début de départ des casques bleus. Fiston Oleko. Pour ce retrait de la MONUSCO du sol congolais, le Conseil de sécurité de l'ONU a déjà pris une déclaration évoquant la question. Une décision claire sera prise en décembre prochain, la période où l'Organisation des Nations Unies décide de l'avenir de sa mission au Congo, indique le VPM en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula. Au pays, le gouvernement et la MONUSCO ont entamé un travail pour arriver à cette fin. Les discussions que nous avons commencées aujourd'hui portent sur ce qui suit. Vous avez suivi le communiqué, la déclaration. Nous allons maintenant, la RDC d'un côté, la MONUSCO de l'autre, proposer clairement,
les plans de désengagement des troupes de la MONUSCO, le chronogramme du retrait, ça c'est le premier travail, c'est entre l'état-major des modalités pratiques, j'allais dire de la remise actuellement accomplie et exercée par la MONUSCO, que la RDC va continuer avec l'appui des traditionnels. Attendez par traditionnels, les programmes, les projets, les fonds et les agences de la MONUSCO. Troisième document, nous allons élaborer le plan, suivez bien, de la réduction progressive des effectifs. Je ne dis pas du personnel seulement, je dis des effectifs de la MONUSCO. Après plus de 2 décennies de présence, le gouvernement congolais se montre plus que déterminé à faire partir la MONUSCO. Pour les autorités de Kinshasa, il est question de répondre entre autres exigences de la population qui ne se sentent pas protégées par cette force. Identifier quelques taxes pouvant contribuer à l'avancement et au bon fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est l'objet de la mission qu'un groupe de parlementaires ont effectuée dans le Haut-Katanga. Ils ont été reçus par le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe. Suivez. Conduite par le président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, l'honorable Bertin Moubonzi, cette forte délégation constituée de députés nationaux et sénateurs, ainsi que de quelques experts du ministère national de la Défense, séjournent dans le Haut-Katanga pour identifier quelques taxes pouvant contribuer à l'avancement et au bon fonctionnement de l'armée. L'honorable Bertin Moubonzi en a parlé au gouverneur Jacques Kabula Katwe. L'objectif ici, c'est la montée en puissance de notre armée, et cela ne pourra être possible que si nous avons le moyen suffisant en dehors de ce qui est prévu par le budget national. Je crois que la démarche vient de commencer. Le gouverneur a été très réceptif et d'ailleurs nous sommes très heureux d'apprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites au niveau de la province dans ce sens, mais je crois que le reste sera tout simplement de formaliser cela et de permettre à notre armée de bénéficier de tout ce fonds et de monter en puissance pour la sécurisation de nos frontières et de la population. Vous le savez, la Cour des comptes vient de décider de l'interdiction de sortie du territoire national de Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Albert Yuma Moulimbi, ancien président du conseil d'administration de la GECAMIN, Jacques Kamenga, ancien DGA de la même entreprise, un directeur de la Robank et 2 directeurs de la Banque centrale du Congo. Ils sont impliqués dans une affaire de présumé détournement de 25 millions de dollars de la GECAMIN. Suivez le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, dans cette vidéo. Au courant de l'année 2021, l'inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cet audit a couvert la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de la loi organique de la Cour des comptes, le procureur général près cette cour a traduit devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières M. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 dollars au préjudice respectivement de la GECAMIN pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 dollars. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMIN et de la Robank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Moulimbi, PCA de la GECAMIN au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DG AI de la GECAMIN au moment de fait, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous 2 directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et
Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur, en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la journée nationale de l'or, baptisée Wolo. Objectif de ces assises, mettre en avant les secteurs aurifères porteurs de croissance socio-économique du pays. Kibali Goldmine, pilier de l'industrie aurifère, a été représenté par son directeur général et directeur pays de Barrick, Cyril Mutombo. Que pouvons-nous retenir de cette participation? Réponse dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. L'or est ce minerai que nous regorgeons dans notre sol et surtout organiser une réflexion de voir comment le pays, les générations actuelles et futures peuvent bénéficier donc de ces secteurs. Dans notre allocution, nous avons utilisé l'exemple de Kibali, qui est donc ce type de mines qui peuvent justement répondre à ce genre de questions en apportant une exploitation dans un milieu reculé qui est transformé non seulement pour les générations actuelles, mais surtout pour les générations futures, en diversifiant l'économie, comme ce qu'Kibali a fait aujourd'hui, en investissant dans le tourisme avec les rhinocéros que nous avons apportés, en investissant dans les routes, bref, pour utiliser donc l'or comme catalyste à la transformation et à la relance de notre économie ainsi que le secteur minier. Voilà en résumé ce que nous avons présenté en ce jour. Une brève dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a signé une nouvelle structure des prix des produits pétroliers. Le litre d'essence, par exemple, coûte désormais 3 970 francs congolais dans la partie est du pays, alors qu'à l'ouest de la RDC, le prix est fixé à 3 225 francs congolais. Cette nouvelle structure des prix de carburant était la condition principale posée par les pétroliers pour entreprendre l'importation de nouveaux stocks des produits. Ces derniers jours, des perturbations ont été enregistrées dans l'approvisionnement des produits pétroliers. Les opérateurs du secteur disent enregistrer beaucoup de pertes et de manques à gagner non remboursés par le gouvernement. Et parlons sport. À présent, les Léopards basketball sur le fauteuil lancent un cri d'alarme au gouvernement de la République pour leurs primes non payées depuis leur participation en septembre dernier aux Jeux africains paralympiques. Même cas pour les Léopards seniors dames football qui réclament leurs primes non payées lors de leur double confrontation face au Bénin en septembre dernier, et menacent même de ne pas disputer leur rencontre face à l'Afrique du Sud de ce mercredi 25 octobre au Stade des Martyrs, comptant pour le deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Blaise Kouzola. Les Léopards de basketball sur fauteuil n'ont pas toujours reçu leur prime après avoir défendu les couleurs de la République démocratique du Congo lors des Jeux africains paralympiques. C'était à Accra, au Ghana, au mois de septembre dernier. Le vice-président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, Feraz Djonga, affirme que le président de la République avait déjà donné son aval. Dans la même logique, le capitaine de l'équipe, Ronel Dimbou, demande au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de pouvoir revoir leur cas et agir avec diligence suivant le propos du chef de l'État quant à ce, et le plus tôt possible car il y a ces athlètes qui ne savent plus payer leur loyer et prendre en charge leurs familles respectives faute de moyens après 2 mois de prestations sur la scène internationale. Nous sommes les athlètes qui pratiquent le basketball sur fauteuil. Nous sommes venus adresser au garant de la nation, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait instruit aux 3 ministères de traiter avec diligence notre dossier. Donc, il s'agit bien des ministères du sport et loisirs, ministère du budget et finances.
Mais on a fait presque 2 mois de compétition et de stages de préparation. Nous sommes rentrés au pays et jusque-là, on n'a touché aucun sou. Alors, on n'a pas la maîtrise de savoir qu'est-ce qui se passe réellement avec notre dossier. Bien que le ministre des Finances a été instruit, mais le dossier jusqu'à maintenant n'a pas été signé. Alors, faisons-nous signer ce dossier afin de revenir dans notre droit. Parce que nous réclamons notre droit. Si nous ne le faisons pas, il n'y aura personne qui va le faire à notre place. Dans le même registre, les Léopards Dames Football ont décidé de gréver pour exiger également leur prime de la double confrontation avec les Amazones du Bénin en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2024. Elles menacent de boycotter leur match de ce mercredi 25 octobre 2023 face au Banyana d'Afrique du Sud pour le compte des éliminatoires de Jeux Olympiques Paris 2024 si une solution n'est pas trouvée. Place à présent à la page internationale. Médiateur traditionnel dans les crises israélo-palestiniennes successives, l'Égypte a pris l'initiative de l'organisation du sommet du Caire pour la paix 2023. À cette première rencontre d'envergure internationale pour une résolution définitive des tensions sécuritaires entre la Palestine et l'État hébreu, l'Afrique a réaffirmé sa position en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, l'accès à l'aide humanitaire pour les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza. Suivez. Alors que la guerre entre le Hamas et Israël entre dans sa 3e semaine, le chef de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu humanitaire samedi à l'ouverture d'un sommet pour la paix au Caire. Antonio Guterres a par ailleurs jugé insuffisante l'aide acheminée samedi à Gaza et veut 100 camions par jour. La population de Gaza a besoin d'un engagement beaucoup plus important, d'une livraison continue de l'aide à Gaza à l'échelle nécessaire et nous travaillons sans relâche avec toutes les parties concernées pour que cela se produise. Le conflit débuté le 7 octobre a déjà fait plus de 4000 morts côté palestinien et plus de 1000 en terre israélienne, des civils principalement. J'insiste sur le fait que la Ligue arabe rejette tous les types de violences et de ciblage contre les civils, sans discrimination, sachant qu'aucun civil n'a plus de valeur qu'un autre. Tous les civils sont égaux et chaque vie humaine est sacrée. Samedi au Caire, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi a présenté la justice comme la seule solution à 75 ans de conflit israélo-palestinien. Le gouvernement ghanéen encourage la mise en place du programme de garantie de prêts pour soutenir le secteur agricole et les petites et moyennes entreprises qui opèrent. Dans cette lancée, une signature a été approuvée entre l'Agence américaine de financement pour le développement international et Opportunity International Savings and Loans pour une valeur de 2,5 millions de dollars. Selon la Banque mondiale, au Ghana, le secteur agricole contribue à hauteur de 20% au PIB et emploie environ 30% de la population active. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. L'Agence américaine de financement pour le développement international, DFC, a signé avec la filiale ghanéenne Opportunity International Savings and Loans une garantie de portefeuille de prêts de 2,5 millions de dollars. L'objectif est de soutenir les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises et aux agriculteurs du nord du Ghana en fournissant des fonds de roulement. Naturellement, les États font recours à des fonds capital risque pour pouvoir permettre aux agriculteurs d'avoir accès aux intrants et aux ressources pour pouvoir produire et améliorer la productivité agricole en termes de quantité et de qualité. Donc ce financement que le Ghana vient de recevoir rentre dans ce schéma-là pour permettre d'apporter une réponse au financement du secteur agricole. Ce financement répond à l'appel des pouvoirs publics ghanéens à soutenir financièrement le secteur de l'agriculture. Le 16 octobre 2023, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, appelait les banques à offrir
offrir des prêts à long terme et moins onéreux pour l'agriculture. Parmi les banques contributrices au financement du secteur, la Banque agricole du développement n'y consacrait que 20,45% de son portefeuille de prêts. Ces microcrédits qui sont souvent octroyés ne sont pas réellement une réponse au développement ou bien à la problématique du développement du secteur agricole en Afrique. Il va falloir que l'État joue sa partition en finançant réellement le secteur agricole par des projets structurants, et ce qui va permettre à ce que ces financements additionnels que vont recevoir les micro-agriculteurs puissent leur permettre de pouvoir améliorer leur productivité et donc leurs revenus. Selon la Banque mondiale, au Ghana, le secteur agricole contribue à hauteur de 20% au PIB et emploie environ 30% de la population active. Les petites exploitations agricoles de moins de 10 hectares dominent le secteur à 70% d'après les données officielles. Ces dernières font face à des défis liés à l'accès au financement, à la mécanisation et aux unités de transformation. Vous informer, c'est également à travers un regard jeté dans la presse écrite. Place à présent à la revue de presse. Et pour épulcher les différentes publications de ce mardi, nous recevons ici Blest Kouzola. Bonsoir Blest. Bonsoir Patrick Elunga. On va déjà commencer avec cette information. Vive tension ce matin dans la cité d'Oïcha. En effet, c'est le média en ligne actualité.cd qui le titre ce matin. Vive tension à Oïcha après tuerie d'une vingtaine de personnes, de manifestants en colère, incendie, plusieurs véhicules utilisés pour les activités humaines. Une vive tension s'observe depuis ce mardi matin dans la cité d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord Kivu, au lendemain d'une attaque meurtrière qui a fait au moins 26 morts, dont 12 enfants au quartier Massossi. Des rassemblements de jeunes en colère sont encore visibles dans certains points chauds de la cité, notamment au quartier Pakanza, Bakaiku et Mbimbi. Les manifestants échangeaient des jets de projectiles contre des tirs à gaz lacrymogène avec les forces de l'ordre. Des barricades sont visibles sur la route numéro 4 traversant la cité. En colère, un groupe de manifestants a brûlé 3 camions utilisés par des contractants privés du Programme alimentaire mondial PAM en sigle. Ces véhicules avec de vivres étaient au terrain d'Mbimbi depuis une semaine. Les humanitaires apportent une assistance aux déplacés. Le PAM enquête sur cet incident à Oïcha, note l'agence en cours. Communiqué partagé à la presse. Non loin de là, à l'hôpital général d'Oïcha, 2 autres véhicules des humanitaires appartenant à l'ONG locale PAF Africa, partenaire de PAM et qui fait la distribution de vivres dans la zone, ont été aussi incendiés par de jeunes. Entre-temps, les éléments de la police ont réussi à récupérer tous les 26 corps et sont pour le moment gardés à la morgue de l'hôpital général d'Oïcha. Voilà cette autre information, les débuts du retrait de la MONUSCO de la RDC confirmé pour déjà décembre prochain. En effet, Patrick Lunga, c'est Forum des As qui a titré ce matin MONUSCO retrait confirmé pour décembre prochain. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ont co-animé hier, lundi 23 octobre, un briefing de presse sur la question du retrait accéléré, progressif et responsable de la MONUSCO à partir de décembre 2023, enjeux et perspectives. Lors de ces face-à-face avec la presse, le VAPEM Christophe Lutundula a présenté la position de la RDC sur le retrait progressif, responsable et durable de la MONUSCO. Il a rappelé les différents contacts enregistrés, notamment à New York, avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais surtout l'adresse musclée mais très correcte à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a donc insisté sur le retrait de la mission. Et puis cette autre information, Deogracias Mutombo, Albert Yuma Moulimbi et compagnie interdits de quitter le territoire national.
Bien entendu, Patrick Ilunga, c'est titré donc à la presse ce matin, c'est l'avenir qui en parle. Dossier Gécamine, Deogracias Mutombo, Albert Yuma et autres interdits de quitter les pays. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC, Deogracias Mutombo Mwananyembo, Albert Yuma, allais-je dire, président sortant de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Jacques Kamenga, 2 directeurs de la Banque centrale du Congo et un cadre de la Robank sont interdits de quitter le territoire national. Cette décision a été prise le lundi 23 octobre par la Cour de compte. Elle ordonne en même temps le gel de leurs avoirs au niveau des banques commerciales. Saisi par les magistrats instructeurs en ma qualité de premier président de la Cour de compte, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour de compte jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour de compte, a déclaré Jimmy Munganga. Faudra-t-il noter que depuis plusieurs jours, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, est accablé par des dossiers de 15 millions de dollars et de près de 9,8 millions de dollars de la générale des carrières et des mines, Gécamine, disparue à la Banque centrale du Congo. Ça n'est donc c'est par ces notes que nous mettons un terme à cette revue de presse. C'est mardi 24 octobre 2023, Patrick Ilunga. Merci Blest Kuzola. Fin de cette revue de presse qui vous a été présentée par Blest Kuzola. Et notre journal touche à sa fin, mais avant de le boucler complètement, nous allons en rappeler 2 principaux titres. Une vingtaine de morts enregistrés dans la cité d'Oicha, dans le Nord Kivu. Ces civils ont été sauvagement massacrés par des présumés ADF. Et puis, au niveau international, médiateur traditionnel dans la crise israélo-palestinienne, l'Égypte a pris l'initiative de l'organisation du sommet du Caire pour la paix 2023. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.